Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Quand vous ratez l'orientation, vous ratez aussi votre carrière professionnelle et c'est toute votre vie socio-professionnelle qui est mise en jeu. Ça veut dire que l'orientation scolaire et professionnelle est très importante dans la vie de tout être humain. Le sujet est plus que d'actualité et c'est ce dont nous allons parler cet après-midi dans Débat Éducation. Avant de vous présenter les invités que j'ai avec moi sur le plateau, ce jingle. J'ai deux invités avec moi sur le plateau. À ma gauche, Monsieur Blandeye Parfait, psychologue de l'éducation, conseiller d'orientation. Monsieur Blandeye, bonsoir et bienvenue dans Débat Éducation. Bonsoir Madame Dodo. À ma droite, j'ai Madame Tchala Manon. Elle est également psychologue du travail et conseillère d'orientation. Madame, bonsoir. Bonsoir Dodo. Merci d'être présente dans Débat Éducation. Merci à vous. Quand on parle d'orientation scolaire et professionnelle, qu'est-ce que c'est? À quoi fait-on référence concrètement? Merci beaucoup. Quand on parle de l'orientation scolaire et professionnelle, c'est de quoi il s'agit. Je dirais tout simplement que l'orientation, c'est un processus d'accompagnement, d'aide à un apprenant, à tout autre individu qui désire avoir des informations d'abord. Parce que quand on parle de l'orientation, c'est la quête de l'information. Il faut avoir l'information, il faut traiter l'information avec l'aide d'un conseiller, c'est-à-dire que lorsque vous avez un apprenant ou tout demandeur qui vient vers vous, vous devez l'accompagner à travers l'information et après l'information, le guider dans l'élaboration de son projet, qu'il soit scolaire ou professionnel, ou les deux à la fois, parce que des fois, l'orientation scolaire est imbriquée en même temps dans l'orientation professionnelle, on va le voir par la suite. Et c'est cet accompagnement-là, en lui donnant l'information sur les filières de formation, les offres de formation, les métiers, jusqu'à ce que le jeune arrive à se trouver lui-même son chemin, c'est-à-dire la filière qu'il veut suivre, et le métier qu'il va choisir, et un jour se retrouver effectivement dans le métier qu'il rêvait d'exercer plus tard. C'est tout ce cheminement-là que nous appelons l'orientation scolaire et professionnelle. Alors, Madame a peut-être quelque chose à ajouter? Je peux ajouter à ce que M. Parfait a dit, en prélude à tout ce qu'il a dit, si je peux continuer. Et il faut prendre en compte sa personnalité, et ses valeurs, sa motivation, ses goûts, ses centres d'intérêt pour pouvoir l'orienter en fonction de ce qu'il voudrait faire plus tard et pour qu'il puisse vraiment se retrouver dans la profession qu'il aura choisie, dans la formation qu'il aura à faire. Quand orienter l'élève, est-ce qu'il faut attendre que l'élève ait peut-être le baccalauréat avant de l'orienter ou bien l'orientation commence à un niveau donné? L'orientation commence déjà dès la classe de 6e. Voilà. Et au primaire, on fait plutôt une prise en charge des élèves en situation d'inadaptation scolaire. Maintenant, déjà en classe de 6e, on a des modules qu'on présente aux élèves. Et de ces modules jusqu'en classe de 5e, qui sont des classes, des cycles d'observation,
on va au cycle d'orientation à partir de la classe de 4e, 3e, où en 3e, l'élève aura à opérer un choix pour sa série ou bien une formation professionnelle. Monsieur Blandé. Oui, c'est exact ce que Madame Manon vient de dire, parce que lorsqu'on parle de l'accompagnement, quand on parle de filière, quand on parle de métier, ce qui veut dire que le jeune doit être préparé tout au long de sa scolarité et de sa formation avant de se retrouver un jour dans le métier. C'est-à-dire que ce n'est pas un verdict au moment où on est à un palier d'orientation, que ce soit par exemple en classe de 3e ou bien en terminale, on s'éveille, qu'est-ce que l'enfant veut faire, qu'est-ce qu'il va choisir comme filière de formation. Non, c'est toute une préparation, c'est aiguillonner en quelque sorte le jeune tout au long de sa scolarité, en lui donnant toutes les informations qu'il faut, en l'aidant à avoir les compétences qui exigent les filières de formation plus tard, pour qu'il puisse se préparer effectivement vers l'insertion professionnelle à travers le choix d'une filière de formation. Donc c'est toute une préparation et on peut commencer même dès le jardin d'enfants. Madame a bien dit qu'on peut commencer en 6e, mais il y a l'éveil à l'orientation et cet éveil à l'orientation peut commencer même déjà au maternel, même à la maison, où on peut commencer par donner le goût à certains types de métiers ou bien à certains types d'activités à l'enfant à travers les jeux, à travers les outils qu'on met auprès de l'enfant, à travers les revues, à travers les bandes dessinées, à travers tout ce qu'il faut pour éveiller l'enfant sur un métier donné. Donc déjà, à l'enfance, on peut déjà commencer. Alors, toutes ces informations que vous venez de donner, oui. Est-ce que vous êtes sûr que les parents ont ces informations-là? Oui, certains parents qui s'intéressent vraiment à l'aspect orientation ont déjà ces informations, puisqu'on anime souvent des émissions, on fait des formations, on va y revenir tout à l'heure, mais la grande majorité, la masse, n'a pas vraiment l'information là pour pouvoir aider leurs enfants dans le processus d'orientation. Alors, justement, par manque d'informations, il y a certains parents qui imposent leur choix aux enfants. Au lieu de faire la série A4, on demande à l'enfant d'aller faire F2, alors qu'il n'en a pas les compétences. Qu'est-ce que vous en dites? Que pensez-vous de ça? Très souvent, en ces moments de vacances où les jeunes ont eu déjà leurs résultats au BPC et au bac, on vit ça régulièrement au niveau du centre, où les parents arrivent avec un choix préalable pour leurs enfants. C'est-à-dire que oui, j'ai eu les informations sur telle ou telle filière et j'aimerais que mon fils ou bien mon enfant puisse suivre cette formation, bien aller vers cette filière de formation. Et très souvent, il n'y a pas un consensus autour du choix parce que le jeune, soit il n'a pas l'information sur la filière de formation, soit, comme vous l'avez dit, il manque de compétences nécessaires ou bien de ses aptitudes intellectuelles par rapport à certaines, souvent on passe le concours pour accéder à certaines filières de formation, et lui-même, par rapport aux exigences liées aux nôtres, lui-même il voit ses limites, mais le parent, lui, comme il ignore tous ces aspects, il va vers juste la filière, il voit que c'est très bon, lui veut, mais il fallait toute une préparation en amont, comme je l'avais dit, pour que l'enfant ait cette aptitude-là de pouvoir être sélectionné pour suivre cette formation. Mais malheureusement, ça manque parce qu'en amont, par exemple, quelqu'un qui voudrait devenir un avocat, par exemple, ce qui veut dire qu'au BPC, l'enfant va vouloir choisir la série A4, par exemple. Ouais. Le papa dit non, j'aurais souhaité que mon enfant devienne médecin. Eh bien, ils arrivent, nous voyons les notes de l'enfant qui sont très bonnes dans la littérature, en français, en anglais et autres. Et voilà qu'au niveau des mathématiques, bon, voilà, les notes sont plus ou moins médiocres. Donc, déjà,
un parent qui savait, qui avait le projet d'aider son enfant à devenir médecin, déjà, comme on l'a dit, au cours primaire, et même en début de collège, l'aider à mieux réussir dans les matières scientifiques pour qu'une fois qu'il a le BPC, vous savez que dans nos systèmes éducatifs, ce n'est pas c'est une affectation des jeunes en fonction des séries disponibles. Donc, en fonction de ces séries-là, l'enfant sera affecté en fonction de ces notes. Alors, le fait d'imposer le choix aux élèves, quelles peuvent être les conséquences? Le fait d'imposer des choix aux élèves, la personne ne pourra pas se retrouver. Il y aura l'échec scolaire, et voilà, l'échec scolaire qui va être de mise pour l'élève en question, à qui le choix a été imposé par le parent. Donc, à part ça également, l'élève se trouve confronté à des difficultés au cours de sa formation, et des difficultés d'insertion, d'adaptation aux évaluations qu'on lui aura à inculquer, et cela va lui conduire à ne pas vraiment trouver sa place dans la société comme il le souhaitait, et ça va créer d'autres charges pour notre pays, pour l'éducation nationale, et c'est ce que nous voudrons éviter par l'orientation. Alors, Monsieur Blandéé, est-ce qu'il y a d'autres conséquences que vous voudriez évoquer? Oui, je voulais ajouter quelque chose à ce que Madame vient de dire en ce qui concerne l'adaptation. Il faut insister là-dessus parce que l'enfant peut faire son effort et réussir. Et comme l'a dit tout à l'heure Madame, lorsque on ne prend pas en compte la personnalité, lorsqu'on ne prend pas en compte les aptitudes de la personne avant de l'obliger à suivre une filière, cette personne-là peut vraiment finir sa formation, mais c'est l'adaptation au poste, l'adaptation à sa tâche, à son monde du travail, puisqu'il n'est pas motivé, il n'a pas ce centre d'intérêt vers le métier. Et le fait de s'adapter, de donner le meilleur de lui-même pour vraiment qu'il soit wow dans son métier, il aura des difficultés à pouvoir vraiment. Et des fois, qu'est-ce qui se passe? On finit la formation, on a le diplôme et on se reconvertit. C'est-à-dire qu'on voit que, bon, c'est ce que tu voulais, j'ai mon diplôme, le voici, mais je vais maintenant faire ce que je veux. Et très, très souvent, on constate ce phénomène-là. L'enfant finit et il laisse carrément le diplôme pour faire ce qui lui plaît réellement et ce qui lui donne la passion. C'est ça qui nous guide, c'est ça qui nous donne, c'est le moteur même de l'investissement au niveau professionnel. Si on n'est pas passionné par le métier, par la formation, eh bien, on pourra finir, mais ne pas vraiment exercer et faire long feu dans la carrière. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de passion. Quand on pense à ces apprenants qui font des choix hasardeux, que pensez-vous de ça? Oui. Des choix hasardeux, du suivisme. Mon ami a choisi telle filière, alors moi aussi j'y vais. Vous, en tant que conseiller en orientation, que pensez-vous? Dès que tu choisis parce que mon ami a choisi, tu choisis parce qu'il n'y a pas d'autres issues, moi aussi j'ai choisi, et ça va te conduire automatiquement vers une formation que tu pourras peut-être rater. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, tu pourras faire la formation et qui n'est pas adaptée maintenant à la demande sur le marché du travail. Le problème, c'est quoi? Si je choisis une filière de formation parce que tout le monde y va, la question qu'il faut se poser, est-ce que moi aussi j'ai les compétences qu'exige la filière de formation? Exactement. Est-ce que je suis motivé autant que les autres pour pouvoir choisir cette filière de formation? Est-ce que j'ai les centres d'intérêt, j'ai un intérêt particulier en voulant suivre cette filière de formation? Est-ce que ma personnalité et mes valeurs qui sont propres à moi, est-ce que je les ai et que c'est adapté à cette filière de formation? Est-ce que j'ai les moyens qu'il faut? Les moyens en termes de moyens financiers, en termes d'informations sur la filière de formation avant de m'engager. Les autres ont choisi parce qu'ils ont, entre guillemets, ces informations sur ces filières de formation. Mais si je les suis automatiquement,
là où ils vont mobiliser les ressources pour pouvoir avancer, peut-être moi, je vais abandonner ma formation. Voilà la question. Alors, dans ce cas, qui est habilité à orienter l'élève, Madame Tchala? De par notre formation, les psychologues de l'éducation et de la formation, les psychologues du travail et de l'organisation, parce qu'on parle d'orientation scolaire et professionnelle. Il y a la profession qui rentre en jeu, d'où la présence des psychologues du travail des organisations qui peuvent intervenir des deux côtés, comme les psychologues de l'éducation également. Mais de nos jours, lorsque la formation de conseiller d'orientation n'est pas vraiment donnée, et, à l'extérieur, il y a des filières spécifiques qui font le conseil, qui font la formation en conseiller d'orientation. Maintenant, bon, ici, avec la psychologie, déjà, vous avez les aptitudes, vous avez tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire face à ce métier-là de conseiller. Et on peut, entre autres, citer les sociologues de l'éducation qui sont au dernier concours impliqués aussi, ils ont été recrutés comme des conseillers d'orientation. Donc, avec des formations pratiques et l'expérience sur le terrain, je pense que nous sommes habilités à faire face à ce travail de conseil. Monsieur Blandé, est-ce qu'un parent, c'est son enfant quand même, oui. Est-ce qu'il a vraiment le droit d'orienter ou de proposer, bon, en tout cas, d'imposer ou de proposer? On a déjà parlé d'imposer. Est-ce que le parent, en tout cas, cette latitude-là d'orienter son enfant vers telle ou telle filière? Merci beaucoup, Madame Dodo. Votre question m'amène à voir les acteurs de l'orientation, qui sont ceux qui sont concernés par les conseillers et par l'orientation. Et c'est vrai que nous sommes, en tant que conseillers d'orientation, les acteurs incontournables dans le système pour pouvoir aider les jeunes à choisir leur filière et vers les métiers plus tard, à aller vers les métiers. Mais nous avons aussi des acteurs comme les parents. Les parents, parce que c'est lui qui finance, c'est lui qui donne, c'est lui qui éduque, c'est lui qui est avec l'enfant, c'est lui qui connaît mieux même l'enfant. Donc, c'est un acteur qu'on ne peut pas contourner lorsque on veut orienter l'enfant. Mais il n'a pas, dans la mesure où il n'a pas toutes les informations, telles que je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir connaître la personnalité de l'enfant, il faut aider cet enfant-là à passer des outils, à passer des tests pour lui révéler ce qu'il est réellement. Il faut lui passer des tests pour voir ses aptitudes, pour voir ses centres d'intérêt, pour voir ses valeurs, qu'on prendra en compte pour l'aider à faire un choix. Mais le parent n'a pas ces informations. Le parent n'a pas l'information sur le monde du travail. Quels sont les secteurs les plus porteurs aujourd'hui et quelles sont les filières qui sont... Parce que le monde évolue, certaines filières sont en voie de disparition, d'autres métiers sont en train d'émerger. Et là, il faut vraiment que le parent ait ces informations-là avant de donner ou bien d'orienter son fils, parce que ou bien son enfant. Sinon, l'enfant va finir major de sa promotion, il est très bien calé, mais la filière dans laquelle il s'est fait former n'est pas demandée sur le marché du travail. Donc voilà, il faut une collaboration nécessaire entre les parents et les conseils d'orientation, entre les parents et un autre acteur qui est l'enseignant. L'enseignant qui est dans le système éducatif est un acteur aussi incontournable à prendre en compte parce que c'est lui qui connaît les aptitudes de l'enfant, que ce soit au niveau des matières, que ce soit au niveau physique et autres. L'enseignant connaît bien l'enfant dans le cadre éducatif et il faut aussi une collaboration entre l'enseignant et le conseiller. C'est pourquoi on prend en compte, on travaille de façon collégiale en prenant en compte le point de vue du parent, en consultant aussi l'enseignant, puisque le conseiller est dans le système éducatif. Il participe très souvent au conseil de classe et il a son avis quand les collègues enseignants donnent leur avis sur le comportement, sur la manière de faire de l'enfant. Le conseiller aussi est là pour dire, bon voilà ce que moi j'ai constaté et comment on peut
l'aider à aller de l'avant. Ça veut dire que le rôle du conseiller d'orientation est très important et justement, vous en êtes un, elle en est une, et vous êtes tous au Centre national d'orientation scolaire et de l'orientation scolaire et professionnelle, c'est ça si je ne me trompe pas. Et le centre mène également beaucoup d'actions dans ce sens. Dites-nous, comment le centre travaille? Qu'est-ce que vous apportez aux apprenants en termes d'orientation? D'accord, merci beaucoup. Notre centre, c'est le Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle. Voilà. C'est une institution étatique, c'est-à-dire que très souvent, il y a une question qui nous revient. Est-ce que, en venant chez vous, est-ce que c'est payant? C'est gratuit parce que c'est un centre étatique, c'est un centre de l'État. Qui se trouve où? Qui est d'abord géré par un ministère qu'on appelle le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, et qui se trouve maintenant le centre dans les locaux du service des examens et concours de l'enseignement primaire et secondaire, parce qu'il y a deux types de direction des examens, et certains apprenants vont vers la direction des examens et concours de l'enseignement technique. Non, il faut aller au niveau de la direction des examens et concours de l'enseignement général, qui se trouve à côté de l'ENA et dans l'ancien lycée Bonnet-Carrère, qu'on appelle ancien lycée technique, et c'était le premier lycée. Donc ça se trouve pratiquement en face de la grande poste de Lomé, et à côté aussi de l'ancien INAM, Institut national d'assurance maladie. Et donc quand on quitte le commissariat central en allant vers le grand marché de Lomé, on a le centre, le service des examens concours à notre droite, et là on rentre dans l'enceinte. Le bâtiment de couleur rose qui se trouve à étage, c'est le Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle. Donc ce centre est là pour mettre en œuvre, c'est-à-dire piloter, évaluer et aussi contrôler toute la politique de l'information et de l'orientation scolaire et professionnelle au Togo. Et en même temps, le centre aussi est chargé de prendre en charge les enfants, les élèves en situation d'inadaptation dans le système éducatif. Comme vous le savez, en son sein, on a des conseillers, des psychologues de l'éducation et qui seront chargés de prendre en charge les enfants qui sont en situation d'inadaptation dans le système éducatif. Alors, comment vous organisez-vous pour justement apporter ces informations aux élèves, aux apprenants, aux parents, à l'ensemble des acteurs impliqués dans l'éducation des enfants? Ok, merci madame. Nous nous organisons, nous avons deux zones à Lomé principalement. Il y a la zone Est et la zone Ouest. Et nous avons 8 conseillers d'orientation qui vont dans les établissements. Et la zone Est est couverte par 4 conseillers d'orientation et la zone Ouest, 4 également. Donc, il y a des établissements. En Est, on a 32 établissements et chaque conseiller prend 8 établissements. Et avec, on a 13 lycées et 19 collèges. Donc, c'est un peu ça en zone Est. En zone Ouest, on a pratiquement 40 établissements. Et avec les 4 conseillers qui prennent 10 établissements en moyenne. Donc, c'est un peu ça, c'est ce qui se fait. Et on a, pour le moment, on jouit des heures d'études des élèves, des apprenants dans les établissements. Et c'est sur ces heures d'études, on essaie de rouler pour passer nos informations. Et il faut dire que ce sont des informations que nous passons dans les établissements. L'orientation en bonne et due forme se fait soit par des cas spécifiques ou soit à la fin du cycle. Après les examens, les élèves viennent au centre pour se faire orienter. On leur passe des tests psychotechniques et on leur donne des informations qu'il faut sur les métiers porteurs, etc. Donc, à part ça également, on organise des ateliers d'orientation dans les établissements. Il y a aussi des salons auxquels on participe pour venir en aide à ces apprenants également. Donc, c'est un peu ça le travail. À l'intérieur, on a aussi des conseillers d'orientation de Thiévier. À Thiévier, on a, bon, à Lomé, on a 8.
À Tchévier, on a 4 conseillers, dont une femme. À Palimé, on a 2 conseillères d'orientation. Sokodé, on compte 3 conseillers d'orientation, dont 2 femmes. À Atapamé, on compte 3 conseillers également, avec une femme. Et à Kara, 3 conseillers avec 2 femmes. Et au niveau de Dapaon, 3 conseillers d'orientation. Alors, pour des millions d'élèves que nous avons sur toute l'étendue du territoire, est-ce que le chiffre qu'elle vient de donner n'est pas trop peu par rapport aux résultats que le centre devrait normalement atteindre? Merci beaucoup. Effectivement, je peux dire que c'est une goutte d'eau dans la mer parce que, effectivement, lorsqu'on prend la ville de Lomé, c'est-à-dire Grand Lomé, avec il y a des centaines d'établissements. Quand on prend l'enseignement général privé et public, il y a des centaines d'établissements. Quand on prend aussi l'enseignement technique et la formation professionnelle, c'est des centaines d'établissements. Quand on prend les centres d'apprentissage, les centres de formation et les centres d'apprentissage, parce qu'il ne faut pas oublier les exclus du système éducatif, les gens qui sont sortis plus tôt du système, c'est eux-mêmes qui ont plus besoin d'orientation, parce que je vais apprendre un métier, je vais aller vers une formation professionnelle. Très souvent, ils sont perdus, ils n'ont pas de repères. Il faut systématiquement les prendre à travers un programme d'orientation pour les aider à pouvoir choisir un métier qu'ils vont apprendre et que par la suite, qu'ils ne se retrouvent pas à la maison, qu'ils puissent vraiment l'exercer. Donc, c'est nécessairement important qu'on puisse parler de l'ensemble, aussi bien les apprenants que de ceux qui sont hors du système éducatif. Et là, on a vraiment besoin d'un grand nombre de conseils d'orientation. C'est-à-dire que 8, sur l'ensemble du territoire, ils sont 32. 32, si vous prenez le nombre d'établissements, elle a dit tout à l'heure que nous avons pratiquement un conseiller qui va couvrir 8 à 10, 12 établissements. Vous voyez qu'il ne pourra pas faire un travail approfondi dans la mesure où il sera en itinérance, c'est-à-dire aujourd'hui il est dans tel établissement, demain il va dans un autre établissement, ainsi de suite jusqu'à la fin de la semaine. Et de deux, il n'a pas encore, certains enseignants, certains chefs d'établissement ont pris le problème à bras le corps et dégagent des moments pour que les conseillers d'orientation puissent vraiment travailler avec les élèves, notamment les élèves des classes de 3e surtout et de terminale. Mais dans certains établissements, ce n'est pas le cas. Vous allez, c'est lorsque il y a des heures libres, comme on le dit entre guillemets, des heures libres, ce n'est qu'en ce moment qu'on dit, bon, voilà, il y a une heure dégagée en 6e, voilà, il y a une heure dégagée en terminale, il faut aller. Or, comme tu es en itinérance, tu ne peux pas accepter toutes les heures libres de cet établissement dans la mesure où tu es obligé peut-être d'aller après 2 ou 3 heures ici, d'aller vers un autre lycée ou bien un autre collège. Donc, d'où le problème crucial du manque de conseils d'orientation, c'est de faire tout pour que nous plaidons pour qu'on puisse vraiment augmenter le nombre, pour que les conseillers puissent être vraiment aux côtés des apprenants pour les aider dans leur choix. Alors, Madame Tchala l'a un peu effleuré tout à l'heure. Oui. Elle a parlé des informations que vous apportez aux élèves dans les établissements. Est-ce que vous pouvez un peu revenir là-dessus? Oui, on peut revenir là-dessus en catégorisant. Il y a des modules d'information qu'on va passer. Il y a des ateliers d'orientation qu'on va faire. Et il y a aussi les entretiens. Donc voilà les 3 catégories dans lesquelles on intervient au niveau des apprenants. Lorsqu'on prend des modules, c'est en ce moment on a besoin d'intervenir dans la classe, puisque dans le système éducatif,
il faut les prendre en groupe quelque part et leur faire passer les modules d'information. C'est-à-dire qu'il faut informer le jeune pour ouvrir son esprit sur ce qui se passe réellement. Donc, d'où la nécessité de passer par l'éducation à l'orientation. C'est ce qu'on appelle augmenter ou bien éveiller le jeune sur la maturité, amener l'enfant à prendre conscience ou bien à cultiver en lui-même cette maturité vocationnelle qui lui permet de faire le choix. C'est-à-dire que lui donner le maximum d'informations sur les filières, les séries, le monde du travail, les métiers, etc. Pouvant lui permettre maintenant de pouvoir se dire « Ah, c'est ce qui se passe réellement. Alors là, je vais prendre attache avec le conseil d'orientation pour participer à des ateliers. » Et à partir des ateliers, c'est quoi? C'est des outils pour se révéler à soi-même. C'est-à-dire que qui je suis réellement. À partir des outils, au niveau des ateliers d'orientation, je vais apprendre par exemple à m'évaluer en ce qui concerne ma personnalité, mes centres d'intérêt, mes goûts, mes valeurs, etc. Utiliser aussi des outils pour connaître vraiment les séries, les filières de formation. Utiliser les outils pour que le jeune puisse connaître les métiers qui existent réellement en lien avec les secteurs porteurs aujourd'hui. Utiliser les outils pour l'aider dans l'élaboration de son projet et cette mise en œuvre de ce projet. Parce que le jeune, ce n'est pas juste « je veux devenir médecin » et puis ça s'arrête là. Il y a toute une préparation jusqu'au jour où tu sors effectivement médecin. Alors, il faut lui donner les informations et il faut l'accompagner. Il y a des moments où on appelle des paliers d'orientation où il doit vraiment besoin d'autres informations. Il doit aussi avoir besoin de la présence du conseiller pour le guider, pour l'informer, pour lui dire « Ah, va à tel niveau, prépare-toi pour le concours, c'est à tel moment. » Donc, il y a ce va-et-vient entre le conseiller et l'apprenant que nous appelons toute une planification pour l'aider à se retrouver un jour dans le métier. Et là, au-delà des ateliers, il y a maintenant les entretiens. Il est là, on va aller tout simplement, il a eu son BPC enfin, il a eu son bac enfin. Vous avez eu à travailler avec lui tout au long de l'année en lui donnant les informations. Maintenant, on va capituler, on va faire le bilan, on va voir où est-ce que tu en es réellement et où est-ce que tu peux aller. Parce que ce n'est pas parce que tu as eu le bac que tu vas et tu souhaiterais devenir avocat ou bien tu devenir ingénieur que automatiquement tu vas devenir ingénieur. Quelles sont tes performances? Voilà. Voilà les concours, voilà les écoles qui offrent ces formations. Donc il faut nécessairement aller vers ce tri-là pour que le jeune puisse finalement dire « Ah, je préfère en fonction de mes moyens, en fonction de mes aptitudes, en fonction de ceci ou cela, choisir cette filière ou bien choisir cette offre-là de formation pour devenir tel. » Alors, j'ai entendu une fois un conseiller en orientation dire qu'il faut aussi analyser le comportement de l'apprenant. Est-ce que vous partagez cet avis, Madame Tchala? Oui, c'est censé. Je partage l'avis du point de vue que on peut dire que le fait qu'on évalue la personnalité de l'élève en question, bien du consultant, forcément le comportement rentre en jeu. Et il faut voir tous ces rouages avant de... Parce qu'il y a certains qui choisissent des métiers qui ne répondent pas vraiment à leur personnalité. Donc, je peux prendre votre exemple. Le fait d'être journaliste, et ce n'est pas forcément tout le monde qui peut l'être. Il peut beau avoir les compétences en matière littéraire, A4, faire la formation, bien s'en sortir avec une mention très bien, mais ne pas pouvoir s'adapter à son métier par rapport à sa personnalité. Parce qu'il y a certains qui n'arrivent pas à tenir vraiment devant un public, il y a certains qui n'aiment pas être sur les médias, tout ça. Donc, quand ça ne concorde pas avec ce que tu as fait comme formation, tu auras des difficultés. Et le comportement tel que le conseiller l'a dit rentre vraiment en jeu. Monsieur Blandé, dites-nous, est-ce qu'on peut avoir un peu les chiffres? Combien d'établissements le SINOFSA a eu à accompagner jusqu'ici depuis sa création? Si on veut parler de chiffres et d'établissements, nous, ce ne serait pas juste dans la mesure où nous pouvons aller dans tel établissement
peut-être 1 à 2 fois seulement. Parce que ce que nous faisons, tel que je l'ai dit tout à l'heure, si on nous parle aujourd'hui d'élèves accompagnés, de jeunes qui ont été pris en compte dans nos activités d'information et d'orientation, là, on peut donner des chiffres. Mais les établissements, tels que je l'ai dit, si on peut résumer, tout à l'heure, madame disait qu'on a 32. Pour cette année, on a pris 32 établissements dans Lomé-Est et 40 dans Lomé-Ouest. C'est par rapport au nombre de conseillers qu'on a. Et le nombre de conseillers a augmenté à partir de l'année passée. Donc, avant l'année passée, il n'y avait pas eu de recrutement. Donc, si bien qu'il y avait 4 à 5 conseillers, vous voyez qu'avec 4 à 5, l'action d'orientation est limitée pratiquement à Lomé. D'accord. Donc, il faut pourtant, être les élèves clair. De l'intérieur en ont aussi besoin. Voilà. Donc, à partir du moment où, à partir de l'année passée, on a pu au moins mettre dans chaque centre régional un nombre, tel que Mme Tchala vient de le dire. Voilà. Alors, et quand vous allez dans les établissements, Mme Tchala, quelles sont les questions qui reviennent régulièrement? Quand vous allez à la rencontre des élèves, quelles sont les questions qu'ils vous posent? Quelles sont les questions qui vous reviennent de façon régulière? Merci, Dodo. Et les questions qui nous reviennent, bon, puisque nous allons pour parler de l'orientation et de l'information, nous sommes confrontés à des questions, à des difficultés de choix, de série. Et l'enfant doute s'il n'a pas vraiment toutes les informations qu'il faut. Il n'arrive pas, malgré les informations qu'on donne, l'enfant ne se reconnaît pas de voir si je peux faire la différence entre telle autre chose, telle matière ou telle matière pour dire j'ai de bonnes notes ou bien je n'ai pas de bonnes notes ici ou là. Donc, ça fait qu'ils ont des difficultés toujours. Et après le BPC, nous sommes vraiment acculés. Et soit on nous envoie des messages, soit il y a certains qui n'arrivent pas à se déplacer, faute de distance. Ils viennent au centre, certains viennent au centre, mais d'autres non. On essaie de faire avec eux par échange téléphonique. Donc, pour dire que vraiment, ces questions de choix de série sont vraiment importantes parce que les parents essaient d'imposer leur choix aux enfants. Et parfois, il y a certains élèves qui viennent à nous pour nous dire « mais je vais consulter mon papa, je vais consulter ma maman avant de pouvoir faire un choix ». Et à part ces questions, il y a des questions d'ordre, de choix de formation également pour le baccalauréat, de filière de formation. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et ça va donner quel débouché? Je vais faire quel métier d'avenir? Est-ce qu'on paie beaucoup? Est-ce que ce métier a de l'avantage dans notre pays? Est-ce que je pourrais vraiment m'en sortir avec cette formation? Et à part cela, il y a des problèmes qui ne sont pas vraiment liés forcément à l'orientation, qui sont des cas personnels, c'est-à-dire des problèmes sociaux. Par exemple, il y a certains enfants qui ont des difficultés à s'adapter dans certaines matières et avec certains conseils, on les aide à pouvoir développer certaines aptitudes qui pourront les aider. Et également, il y a aussi le problème de concentration. Il y a certains, pour des problèmes personnels, ils ne sont pas concentrés vraiment pour faire face à ce qu'ils doivent faire. Et bon, on essaie de les suivre également. Également, il y a aussi des cas d'oubli, des difficultés de rétention des leçons. Donc, les modules que nous concevons, il y a des modules comment apprendre efficacement. Ces leçons qui viennent en appui pour aider ces élèves. Et en période d'examen également, il y a le stress qui vient au point pour un peu pallier à ce problème. On a un module intitulé « Gestion du stress lors des examens ». Donc, tous ces conseils aident ces élèves et avec leur inquiétude, ils se retrouvent également. Alors, il y a, le centre collabore certainement avec certaines institutions, si je ne me trompe pas. Oui. Mais avant que je ne réponde à la question, permettez-moi d'ajouter quelque chose à ce que Mme Tchala venait de dire. C'est vrai que tout ce qu'elle a dit, je crois que c'est exactement ça. Mais il y a un aspect particulier en ce qui concerne les jeunes, c'est que puisque
l'orientation dans le système éducatif est essentiellement basée sur les performances scolaires. Le jeune, quand vous rentrez dans la classe ou bien quand vous êtes en échange avec eux, et leur préoccupation, c'est de voir est-ce que ce que j'ai comme note, est-ce que ce que j'ai comme performance vont me permettre d'aller vers telle filière. Je vais devenir tant, je vais devenir tant. Et quand vous prenez ou bien vous leur posez la question, quelles sont vos performances dans telle ou telle matière, c'est en ce moment qu'ils commencent par se dire, oh, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, dans la mesure où on a une exigence en matière de performance scolaire pour pouvoir choisir ou bien même passer certains concours pour accéder à certaines filières de formation. Donc, la préoccupation des jeunes, des fois, c'est ce lien-là entre les performances scolaires et le choix d'orientation. Parce que ils sont bloqués par les performances, puisque dans notre système, il faut un certain nombre de notes, bien un certain nombre de performances scolaires pour pouvoir choisir. Automatiquement, quand tu leur dis, ben, vraiment, avec 10, ou bien 11, ou bien une performance passable dans telle ou telle matière, vous ne pouvez pas être présélectionné pour tel concours, ou bien vous ne pouvez pas être sélectionné pour aller dans telle filière de formation à l'université. C'est là que vous voyez en eux ce découragement qui s'installe. Le découragement s'installe parce qu'en amont, ils n'étaient pas informés. S'ils étaient informés plus tôt, peut-être qu'ils allaient vraiment prendre des dispositions pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, pour pouvoir accéder facilement à ces filières de formation. Lorsqu'on prend ces filières de formation, on voit que les secteurs les plus porteurs exigent un certain nombre de filières de formation et malheureusement, nos jeunes ne sont pas préparés pour pouvoir réussir les concours d'entrée dans ces filières de formation, puisqu'il y a la barrière de notes qui est là, qu'il faut franchir avant même de passer au concours. Alors venons-en à vos partenaires. Voilà, merci beaucoup. En ce qui concerne nos partenaires, on en a le partenaire de choix et c'est l'Agence nationale pour l'emploi. Okay. L'ANPE. L'ANPE, pardon. Oui, l'Agence nationale pour l'emploi est un partenaire très stratégique dans la mesure où c'est la structure qui est chargée de la prospection en matière d'emploi. C'est au sein de cette structure qu'il y a l'Observatoire national pour l'emploi qui fait des études, mène des études pour orienter les voies vers lesquelles nous devons orienter ou bien amener les jeunes à pouvoir s'insérer ou bien se faire former et plus tard s'insérer. Donc, l'Agence nationale pour l'emploi est un partenaire très technique, très stratégique. Nous avons aussi la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes, qui est une structure qui amène toutes les structures qui œuvrent pour que l'insertion professionnelle soit aujourd'hui améliorée. Je crois que c'est cette structure-là qui est la coalition est une structure stratégique partenaire parce que nous travaillons ensemble avec cette structure-là qui œuvre dans ce sens, comme je l'ai dit, pour l'insertion. Alors, lorsqu'on parle de l'insertion, on parle aussi de l'orientation, on parle de l'accompagnement du jeune vers l'insertion. Et donc, c'est très important de parler de la Coalition nationale pour l'emploi. Nous avons les chambres de métiers. Les chambres de métiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'orientation en prenant uniquement en compte les apprenants. Les chambres de métiers sont des structures qui sont en charge. C'est là qu'on trouve les jeunes, quand les jeunes veulent choisir un métier, veulent apprendre un métier, veulent aller en apprentissage. C'est au niveau des chambres de métiers que les parents vont pour prendre les fiches, pour les renseigner et faire le choix du patron vers qui il faut aller pour se faire former. Donc, les chambres de métiers sont aujourd'hui vraiment des structures incontournables si on veut vraiment
une orientation holistique au Togo, donc on doit nécessairement travailler avec elle. Nous travaillons aussi avec la CCIT, qui est aussi une chambre de l'industrie et du commerce. Donc, cette chambre-là nous aide, parce qu'il y a des filières de formation que la CCIT gère en ce qui concerne l'hôtellerie, en ce qui concerne les filières de formation de commerce, etc. Ils doivent nous donner des informations pour que nous puissions aller les diffuser au niveau de notre base. Nous avons aussi les universités, les universités à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui nous donnent aussi des informations sur les filières disponibles au niveau des universités publiques, mais aussi au niveau des universités privées que nous utilisons. Et on ne va pas oublier le ministère de l'enseignement technique qui aussi par ses structures de formation professionnelle. Toutes ces structures-là que je viens de citer sont des structures étatiques, mais nous avons aussi des partenaires qui nous aident dans l'élaboration de nos guides, dans l'élaboration de nos outils pour pouvoir aller vers les jeunes. Et quand nous parlons de la coopération allemande, c'est une structure qui a énormément aidé à travers la GIZ, surtout pour le programme de développement économique durable, et a permis la production de certains outils qui sont indispensables aujourd'hui dans la mise en œuvre de l'offre de services en orientation aujourd'hui. Et quand nous parlons aussi de l'AFD, je crois que c'est une structure aussi qui a effectivement aidé pour que nous puissions avoir la documentation nécessaire pour la mise en œuvre de l'orientation au Togo. Alors, merci beaucoup pour toutes ces informations. Il y a une question que je voudrais qu'on aborde, c'est la stratégie nationale d'orientation scolaire et professionnelle. Où en sommes-nous exactement? Parce que ça fait un bon moment qu'on a annoncé cette politique et jusqu'à aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on n'a pas les échos. Alors, pendant que les représentants du Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle sont avec moi sur le plateau, on va en parler en même temps. Où en sommes-nous? Ok, nous sommes au niveau opérationnel et au niveau stratégique. Je crois que quelque chose est en train de se préparer comme document stratégique, c'est-à-dire que la politique de l'orientation scolaire et professionnelle au Togo. Et je peux dire, tout ce que je peux dire est que le consultant est à pied d'œuvre, il est en train de finaliser, puisque les 27 et 28 de ce mois, du mois de juillet, je vais dire, il y a eu un atelier de prévalidation du document qui a été tenu à Lomé et qui a réuni l'ensemble des acteurs qui ont évalué un peu le travail du consultant. Les observations et les recommandations ont été faites. Donc, le consultant est à pied d'œuvre, comme je l'ai dit, pour finaliser. Et je suis sûr que d'ici peu, le document, le draft final sera présenté à un atelier de validation qui va effectivement nous permettre d'avoir un document stratégique pour la mise en œuvre de l'orientation au Togo. Merci. Madame Tchala, pour orienter les élèves, il y a également des documents que Marcel Toyi a eu à produire. Je suis sûre que vous en avez connaissance. Est-ce que vous avez eu à parcourir ces documents? Si vous les avez parcourus, quelles sont les informations que vous pensez utiles et qui sont intégrées dans ce document-là? Merci, madame. Pour les documents de notre grand frère Marcel Toyi, oui, j'ai eu la chance de les parcourir. Nous sommes sur la même voie et nous évoluons ensemble. Récemment, il était avec nous pour l'atelier de prévalidation parce qu'on sait que notre frère Marcel Toyi s'intéresse beaucoup à la question de l'orientation et nous avons jugé bon de travailler avec lui, en collaboration avec lui, pour que le travail se fasse en synergie, surtout qu'il est un homme des médias, donc il saura
faire passer nos informations, nous serons plus, entre guillemets, comme on le dit, plus visibles pour que le Togo tout entier puisse nous connaître et que les parents puissent vraiment connaître leur rôle à travers ces documents et à travers les émissions qu'on aura à animer ensemble avec Marcel Toyi. D'accord, Monsieur Blandé. Oui, je voulais ajouter quelque chose en disant que le livret sur l'orientation scolaire et professionnelle que Marcel a produit est un livret que je peux dire, d'ailleurs même on l'avait entre-temps appelé pour lui dire que c'est une coproduction. C'est une coproduction dans la mesure où nous avions entre-temps des activités que nous appelions des journées d'orientation. Des journées d'orientation que nous organisions, vu qu'on avait 4 à 5 conseillers, on ne pouvait pas aller dans les établissements. Donc on organisait des journées. L'établissement nous invite pour toute une journée, on est là, on informe les jeunes, on les prend en entretien et puis on organise des ateliers avec eux, etc. Donc, au cours de cette journée, Marcel Toyi a eu à nous assister. L'émission là, c'était l'émission Cadet scolaire. L'émission était avec nous et a eu à suivre ce que nous faisions sur le terrain. Et c'est à travers ces émissions-là, à travers le reportage sur ces journées d'orientation, que l'idée de produire un livret pour que ça soit un document physique à partager aux apprenants de l'intérieur du pays, même aussi de Lomé, pour que les gens puissent vraiment avoir l'information sur l'orientation. Alors, est-ce que vous avez lu ces livrets dont vous parlez? Oui. Si vous les avez lus, quels sont les conseils que vous pensez utiles aux élèves, aux parents, à l'ensemble des acteurs du système éducatif? Je crois que dans le document, j'ai vu que dans le document, le monsieur Marcel Toyi a repris, les conseillers ont dit. À chaque moment, il dit, les conseillers disent, les conseillers ont dit. Ce qui veut dire qu'il reprenait pratiquement intégralement ce que nous avions dit au cours de ces journées d'orientation-là, qui permettent aux jeunes. Il n'a fait que reporter, il n'a que reprendre en quelque sorte nos propos qui ont été tenus lors de nos journées d'orientation dans le document. Et aussi, lorsque nous prenons aussi le système éducatif dans son ensemble, il a un schéma dedans qui est très, très, très intéressant pour tous les apprenants, pour voir les différentes stratifications qu'on a dans le système éducatif. Ça permet aux jeunes, par exemple, qui va à un concours ou bien qui sait comment est organisé notre système éducatif. Et lorsque nous prenons aussi les modules d'intervention qui sont dans le document, je crois que ce sont des modules qui intéressent aujourd'hui tout apprenant, que ce soit les bacheliers, parce qu'il y a dans le document les filières de formation, les séries d'abord, et les filières de formation pour le post-bac qui permettent à ceux-là qui ont eu le bac de pouvoir avoir une idée avant de venir à Lomé ou à Kara, ou bien d'aller vers les universités privées pour une formation. Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, si vous nous rejoignez, eh bien, nous sommes en train de parler de l'orientation scolaire et professionnelle et les spécialistes ont eu à donner beaucoup de conseils, beaucoup d'outils qui vont servir aussi bien aux élèves, aux parents qu'aux acteurs du système éducatif, notamment les enseignants et pouvoirs publics. Nous allons à présent prendre quelques conseils, Madame Tchala. Quels sont vos conseils pour les apprenants, ceux qui viennent d'avoir le CEPD, ceux qui viennent d'avoir le bac et qui justement ne savent pas quelle filière choisir ou sont perdus en tout cas dans leur choix de filière? Okay. Je commence avec les bacheliers. Les bacheliers qui déjà à l'information, on leur fait savoir qu'ils doivent avoir les informations ils doivent avoir leur nationalité à jour. La nationalité doit être à jour et ils doivent pouvoir savoir les concours, à quel moment on lance ces concours, quelles sont les exigences de ces concours, quels sont les dossiers qu'il faut apprêter. Et à part cela également, on peut leur donner des conseils de venir vers les conseillers d'orientation, de prendre attache avec eux pour pouvoir être sûrs du choix qu'ils auront à faire. Et voilà. Donc,
et je peux donner ces quelques conseils aux bacheliers et de s'informer puisque l'information est capitale pour eux, surtout après la proclamation du baccalauréat. Il y a des séances d'information, à part ce que nous donnons, qui se font à l'université, par faculté, et on donne aussi des informations sur le système LMD, à quoi ça débouche, c'est quoi la licence fondamentale, c'est quoi la licence de recherche. Et ces informations doivent être utiles pour eux et être pris en bon escient pour pouvoir les aider à faire un bon choix. Maintenant, pour les élèves en classe 2 qui viennent d'avoir leur BPC, je leur dis simplement, d'abord, nous ne couvrons pas tout le territoire. Donc, ceux chez qui ceux que nous arrivons à toucher, nous les aidons à peu près à pouvoir prendre en compte les informations qu'on leur donne à cœur et à se prendre attache avec nous et nous laissons nos contacts. Nous échangeons avec ces élèves en question. Et pour les élèves de CEPD déjà, il faudrait que les parents, comme on l'a dit, qu'on puisse faire des émissions radio-télévisées pour informer ses parents de l'importance de l'orientation dès le bas âge et surtout à l'entrée du collège pour que l'enfant sache que les notes sont vraiment très importantes pour le cursus scolaire et savoir ce qu'il faut faire réellement. Merci beaucoup, Madame Tchala. Monsieur Blandeye, quelques conseils à l'endroit, assez rapidement, merci. À l'endroit des... Oui, merci beaucoup. Et déjà, je voudrais ajouter ceci, que l'élève en classe de terminale déjà ne doit pas négliger l'acquisition du certificat de nationalité. C'est vraiment un problème. C'est très gênant de voir un bachelier qui est là encore au moment où les autres passent les concours, au moment où les autres sont en train de chercher les filières de formation, ou au moment où il a une bourse pour pouvoir partir à l'extérieur. C'est en ce moment qu'il présente le problème de nationalité. C'est vraiment gênant. Et donc, ce serait bien déjà qu'en classe de terminale ou en cours d'année nécessairement, de tout faire pour pouvoir acquérir le certificat de nationalité qui va lui permettre de pouvoir au moins avoir la carte nationale d'identité pour pouvoir passer un certain nombre de concours. Ou pour la suite aussi, parce que si tu as une bourse, tu veux partir sans la carte nationale d'identité, tu ne peux pas avoir le passeport pour pouvoir partir. Donc, c'est vraiment important pour tout élève en classe de terminale que la priorité des priorités, c'est d'avoir la nationalité. L'autre aspect, c'est de savoir aussi que ce n'est pas tous les concours qu'on passe après le bac. Voilà l'erreur que nous commettons en étant en terminale. Il y a des enfants très doués, très calés, et le concours de l'ESSAL passe, c'est-à-dire école de santé de Lomé. Il y a le concours de l'EAMO, école d'architecture, qui passe durant le mois de mai ou bien d'avril. Il ne sait pas. Tous ces concours-là se passent durant l'année scolaire avant l'obtention du baccalauréat. Donc, il faut vraiment faire cet effort-là pour pouvoir être à l'écoute. C'est-à-dire que tous ces concours-là, on annonce ça sur la TV, au moins au niveau de Radio Lomé, c'est annoncé. Donc vraiment, il faut être à l'écoute pour pouvoir vraiment avoir l'information pour pouvoir... Le troisième aspect, c'est que, nous l'avons dit, ce n'est pas parce que je vais avoir un quart de bourse, une demi-bourse, ou bien c'est parce que c'est une filière de formation de mon papa, ou bien j'ai vu, on a fait une publicité à la radio, ou bien à la télé, vraiment, c'est vraiment intéressant que je vais choisir une filière de formation. Je choisis une filière de formation parce que j'ai fait un projet, j'ai mûrement réfléchi, j'ai vu tout ce qu'il faut, les moyens qu'il faut pour pouvoir vraiment finir ma formation. Parce que très souvent, on n'associe pas au projet le budget. On commence la première année, surtout lorsqu'on va vers une filière de formation privée. On va, première année, on a cherché 500 000, on a pu s'inscrire. Deuxième année, on a pu s'inscrire un peu. Troisième année, il n'y a pas d'argent. Troisième année, on n'a pas de ressources. Et tout ce qu'on a pu investir, on a déjà perdu 1 million, mais on n'a pas le diplôme. Et on ne peut pas aussi
mobiliser le reste de l'argent pour pouvoir aussi se faire former et avoir le diplôme. Voilà, en quelque sorte, le dilemme dans lequel des fois nos jeunes se trouvent une fois qu'ils s'aventurent vers certaines filières de formation un peu, je peux dire, onéreuses en termes de frais de scolarité. Je voudrais aussi dire que le jeune qui a le bac, qui arrive à l'université, doit savoir que ce n'est pas la fin de la souffrance, c'est maintenant même que ça doit commencer. Parce qu'une fois que tu as une licence, et surtout quand c'est une licence fondamentale, et que tu as une note en dessous de 12, ce qui veut dire que tu n'es pas présélectionnable, si je peux m'exprimer ainsi. C'est difficile de te présélectionner pour faire le master. Or, c'est une licence fondamentale, c'est-à-dire que tu n'es pas une licence professionnelle pour dire je vais aller faire j'ai l'honneur. Voilà que tu as une licence fondamentale et que tu ne peux pas avancer, tu restes à la maison, tu ne peux pas aussi avoir un métier en utilisant le diplôme que tu as eu. Il faut nécessairement faire une formation en passant par des passerelles. Donc, c'est vraiment important quand on vient à l'université avec le bac de s'y mettre vraiment et d'avoir au moins des notes qui vont nous permettre, au moins 12 sur 20 en termes de moyenne générale, qui vont permettre à ce que on puisse être sélectionné pour le master. Alors, rapidement. Oui, je peux conclure en disant que le jeune aujourd'hui ne peut pas aussi ignorer dans son choix de filière de formation les secteurs porteurs. Quand on parle de l'agriculture, quand on parle de l'agriculture, quand on prend les BTP, quand on prend l'informatique, quand on prend le domaine de la technologie, des métiers verts, etc. aujourd'hui, on ne peut pas dire je choisis une filière sans consulter et voir, je peux être de la série A, je peux être de la série G en regardant dans les secteurs. On a dit secteur, on n'a pas dit métier. Dans le secteur, il y aura des métiers pour les gens qui sont de A4, il y aura des métiers qui sont pour les gens de C, il y aura des gens pour les métiers pour les gens de F. Donc, c'est de voir dans les secteurs quels sont les secteurs porteurs, comme je viens de le dire, et de voir quels sont les métiers permettant de pouvoir un jour se retrouver dans ce secteur, dans ces secteurs. Merci beaucoup, Monsieur Blandier. Vous savez, Monsieur Blandier, quand il prend la parole, c'est difficile de lui arracher. Et nous allons, Monsieur Blandier, parler de ces deux documents que j'ai avec moi ici. Oui. Il est écrit mini-guide post-BPC, mini-guide post-bac 2. Oui. Ce sont des documents dans lesquels il y a également beaucoup de conseils par rapport à l'orientation. Rapidement, assez rapidement, Monsieur Blandier, qu'est-ce qu'on retient de ces deux documents? Bon, ces deux documents, ce sont des documents à diffuser. C'est à l'endroit des étudiants, des élèves d'abord. Le mini-guide pour le post-BPC, c'est pour les élèves des classes de 4e, 3e. Et les mini-guides pour le post-bac, c'est pour les élèves de seconde en terminale. Ce n'est pas pour les élèves de terminale. Ça permet, dans les modules qui sont à l'intérieur de ces documents, vu qu'on ne peut pas venir, le conseil ne peut pas sillonner tous les établissements, au moins les guides là permettent de donner l'information aux jeunes et donner l'information à l'apprenant pour qu'ils puissent vraiment, sur la base de l'ensemble de ces informations-là, pouvoir faire des choix adéquats. Merci pour toutes ces précisions, ces conseils que vous avez donnés à nos chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Nous espérons vous avoir fourni suffisamment d'informations sur l'orientation scolaire et professionnelle. On se revoit le mercredi prochain pour une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.